donc pour ce troisième mardi des 68 avec, dans un ordre qui n'est pas, voilà, qui est aléatoire, mais Karine Joachim pour Nos corps étrangers, paru à la Manufacture des livres. Je vais juste demander quand je vous dis quelque chose, quand je vous présente, de juste dire même bonjour, mais qu'on vous identifie, parce qu'avec la mosaïque, c'est pas toujours facile. Bonjour. Bonsoir à tous. Maëlys Adémar pour Béni soit Sixtine, paru aux éditions Julliard. Bonsoir. Et puis Bénédicte Soimier pour Le mal est pris, paru aux éditions aux éditions Calman-Lévy. Bonsoir. Bienvenue. Et puis avant de commencer et de plonger dans vos romans, on va faire la petite habitude que vous ne connaissez pas si, Karine, parce qu'elle a regardé quelques mardis avant. Un petit portrait chinois avant de parler de vos romans. Et je vais vous demander si vous étiez un objet. Un stylo plume. Un râteau. Un cahier. Bon, on a un stylo et un cahier. Il y a quelque chose à faire. Si vous étiez un aliment. Un aliment. J'ai pensé à plein de choses, mais l'aliment, un fruit, n'importe quel fruit. Un fruit sucré. Un bon pain, une bonne miche de pain ou une bonne baguette. Moi, je suis le chocolat qui va dans la baguette. Parfait. Et si vous étiez un personnage de fiction, évidemment. Ça va pas faire très sympathique, mais je dirais une sorcière. Une sorcière un peu bienveillante quand même, mais une sorcière, je crois. Moi, je dirais Joe, c'est dans Les 4 filles du docteur March. Moi, j'aurais dit Hercule Poirot. Et maintenant, vous aurez le droit à 3 mots pour définir votre roman. S'il ne fallait en retenir que 3. C'est un exercice extrêmement difficile. Je dirais famille, non-dit et le troisième, indifférence. Moi, je dirais foi, libération et maternité. Moi, je dirais réalité, violence et gris. Bon. À cet exercice-là, parfois, je me dis qu'il va y avoir des mots communs, mais vous n'osez pas, en fait, reprendre les mots des autres. Mais évidemment, dans vos 3 romans, pour ceux qui ne l'ont pas lu, on vous a réunis parce que vous faites partie des 68 et que vous avez un premier roman, mais aussi parce que vous avez quand même des thématiques fortes. C'est quand même 3 romans, peut-être les plus forts et les plus violents dans le sens aussi psychologique, hein, c'est pas forcément de la violence comme on peut l'entendre, avec des familles quand même un peu dysfonctionnelles, avec une écriture de l'intime et surtout de la violence dans l'intime. On n'est pas forcément dans la violence du monde, mais vraiment dans la violence psychologique et de vos personnages, et dans une écriture des corps et des sensations et de la violence par rapport au corps. Comment on écrit ce roman pour un premier roman? Quelle est la genèse de ces histoires-là, qui sont des histoires fortes et assez lourdes, même à écrire, j'imagine? Alors moi, je suis partie d'un fait divers, voilà, d'un événement dramatique qui m'avait assez euh, questionné, une espèce d'incrédulité, et puis ça m'était resté en tête, contrairement à d'autres faits divers qu'on entend et sur lesquels on s'interroge 5 minutes et puis qu'après on oublie. Et puis ça a duré des années en fait comme ça, et à un moment donné, petit à petit, il y a toujours quelque chose qui me ramenait vers ce thème auquel j'ai beaucoup réfléchi, et c'est devenu petit à petit une histoire que j'ai eu envie de raconter parce que j'ai eu l'impression de saisir quelque chose du mécanisme qui se mettait en place pour aboutir à cette situation.
dramatique. Mais ça a pris beaucoup, beaucoup de temps avant que l'histoire finalement soit prête à être écrite. Mais c'est parti, oui, d'un événement que j'ai trouvé choquant, que j'ai trouvé incompréhensible. Et comme à chaque fois que je suis face à quelque chose que je ne comprends pas, j'essaye de comprendre ce qui peut mener des individus normaux à commettre des choses terribles. Et c'est vrai qu'écrire sur la banalité, une famille qui pourrait être n'importe laquelle, ça m'intéressait parce que je crois que c'est dans la banalité en fait que naissent la plupart des drames. Hmm. Alors, ouais, moi, je pense que ça a été très soudain, parce que l'histoire, elle m'est arrivée comme un film, en fait, lors d'un trajet en voiture. Et en même temps, c'était des choses que j'avais en moi depuis très longtemps, puisque moi-même, j'avais grandi et côtoyé des milieux catholiques intégristes, donc proches de ceux que je décris dans mon roman. Et du coup, c'était un milieu dont je m'étais éloignée, mais j'avais toujours gardé en moi tout ça. Et en étant journaliste, j'avais été confrontée à ces gens-là. J'étais allée fouiller, j'avais confronté un peu ce que moi j'avais vécu dans mon passé avec un regard d'adulte sur ces milieux. J'avais plein de choses dans la tête et pour autant, j'écrivais depuis très longtemps, depuis l'enfance, et je n'avais jamais écrit là-dessus. Mais j'ai eu comme, comme un flash en fait dans ma tête avec tout le déroulé de l'histoire de Sixtine, qui a été quand même déclenchée par la rencontre avec une jeune femme que je connaissais enfant et que j'avais retrouvée à 30 ans, mariée, très jeune, avec plein d'enfants, qui avait suivi le schéma classique, qui était restée dans une foi très rigide. Et ça m'a fait un petit électrochoc à un moment où je me suis dit j'aurais pu devenir comme elle. Et c'est ça qui a provoqué en fait cette histoire qui m'est arrivée un peu, elle m'est un peu tombée dessus et après j'avais plus trop d'autres solutions que de l'écrire. Alors, pour ma part, j'écrivais toujours des textes courts avec un peu sur ce que je pouvais rencontrer, sur les gens que je rencontrais, sur ce que je vivais un petit peu en piochant à droite à gauche. Donc, j'avais fait un recueil de 5 nouvelles qui traitaient de thèmes vraiment très ordinaires, très communs. Et puis, il y avait cette histoire de ce Paul qui était laid et qui traînait cette laideur. Et puis, donc, j'avais déjà repris une des premières nouvelles que j'avais poursuivie jusqu'au bout. Mais il y avait toujours cette histoire de Paul qui restait. Donc, il y a eu un moment où j'ai eu envie de reprendre l'histoire de cet homme. Et sans imaginer qu'il allait pouvoir être violent, c'était plutôt imaginer comment il allait pouvoir évoluer avec cette laideur qu'il avait. Mais après, c'est pas qu'une laideur physique, hein, c'est vraiment une laideur complète et aussi tous les regards qu'on lui renvoyait. Donc, j'ai eu envie d'imaginer ce qu'il pouvait devenir. Et puis, bah, de fil en aiguille, il rencontrait, voilà, il a eu d'autres déboires et il rencontrait ensuite Angélique. Et voilà, de fil en aiguille, j'ai eu envie de continuer cette histoire et d'imaginer. Et avec bah, tout ce qu'on entend aussi, pareil, comme dit Karine, les faits divers et tout, la violence faite aux femmes, ça s'est un petit peu mis, enfin, ça paraissait presque évident de cet homme qui se construisait de façon négative et qui finalement reportait toute cette violence sur une femme. C'est un peu comme ça, en fait, ça s'est construit comme ça. Et du coup, là, on voit bien vos idées, vos points de départ. Et finalement, comment il y a l'idée, l'envie, le besoin, l'apparition de l'histoire à écrire. Comment, quand on travaille l'écriture, on écrit cette violence ordinaire. Karine l'a dit, la banalité du mal. Et je pense que dans vos 3 romans, il y a ce fil-là. Nous, on a l'impression, en tant que lecteur, en tout cas, de voir la naissance du mal, en fait, de là où ça part, de comment ça arrive. On n'est pas devant quelque chose de brutal d'un coup, il y a quelque chose de l'ordre du mécanisme. Comment on se met à sa table et comment on écrit là-dessus avec, j'imagine, un besoin ou une nécessité d'être dans une espèce de justesse et de vérité sur ces mécanismes-là, en fait. Alors, il y a assez peu de scènes violentes en réalité dans mon roman. Il y en a une qui concerne le harcèlement d'un jeune adolescent handicapé qui est pris à partie par ses camarades, filmé, humilié. Donc ça, c'est véritablement une scène
une scène violente. Et puis, il y a la scène, le dénouement, dont je ne peux pas trop parler, mais dans ce dénouement, qui est une scène vraiment très violente, ça a été difficile Déjà, il y a eu beaucoup d'appréhension avant de l'écrire. Autant écrire le roman, ce qui se passait avec cette famille, tant que la violence, elle était contenue, qu'en fait, c'est pas véritablement la violence que l'on montre, mais la violence que les personnages se font à eux-mêmes en faisant semblant qu'ils sont heureux, alors que pas du tout. Et en fait, c'est eux qui créent les mécanismes pour que la vraie violence éclate, finalement, couve et finisse par sortir. Donc, j'avais beaucoup d'appréhension avant d'écrire la scène, qui vraiment était la scène la plus violente. Et finalement, quand il a fallu l'écrire, elle est sortie toute seule, en fait, et de manière extrêmement saccadée. Et à ce moment-là, je n'ai pas réfléchi. Je me suis dit, je relirai après, on verra. Cette scène-là, si on veut que l'écriture colle à la réalité de ce que pourrait vivre le personnage dans une situation comme celle-là, il faut que ce soit complètement instinctif, en fait, que ça ressemble finalement au personnage pris lui-même dans cette violence-là qui lui tombe dessus et qu'il ne maîtrise pas. Il n'a plus non plus le discernement. Je dis il, le personnage, hein, pour ne pas dire de qui il s'agit. Mais donc voilà, c'est une espèce de tourbillon. À un moment donné, la ponctuation est plus du tout la même que dans le reste du roman. Et quand j'ai relu, en fait, j'ai pratiquement changé. J'ai pratiquement rien changé en réalité. Donc j'ai gardé ce côté instinctif qui correspondait finalement assez bien à la scène violente elle aussi a quelque chose d'instinctif. La réflexion, le discernement, tout ça, c'est après, en fait, mais pas pendant la scène. Donc, j'ai écrit un peu comme ça, sans réfléchir aussi. Sinon, je crois qu'elle aurait été impossible à écrire, en fait, si j'avais véritablement réfléchi à chacun des mots. Hmm. Voilà. Hmm. Ouais, moi, la violence, elle n'est pas, à l'inverse de toi, elle n'est pas à la fin, elle est surtout au début. Et c'est vrai que moi, vraiment, je me suis mis dans la tête de mon personnage, de mon héroïne, Sixtine. Je vivais avec elle, la nuit, je rêvais d'elle, je pensais à elle tout le temps. Et du coup, j'avais vraiment l'impression de m'être glissée dans sa peau pour pouvoir écrire, raconter cette vie qu'elle mène avec sa famille, sa belle famille, revenir sur son enfance et sur les douleurs qu'elle a pu vivre à cause de son éducation et de la foi très rigide à laquelle elle a été soumise. Et moi, ça a été vraiment un exercice aussi de replonger dans certains souvenirs, d'imaginer ce que ça peut être, ce que peuvent être certaines situations comme ça d'humiliation des enfants, des adolescentes, de frustration très, très forte. Et puis dans la vie conjugale qu'elle mène ensuite avec son mari, là, voilà, je me suis vraiment mise dans sa peau et j'ai laissé glisser des choses que je n'imaginais pas, comme la nuit de noces. Au début, je n'imaginais pas que je voulais raconter leur mariage, leur rencontre. Et puis à un moment, je me suis dit, ben, qu'est-ce qui se passe pour une nuit de noces? Et là, ça en a découlé des choses assez naturelles qui sont nées en fait de choses que j'ai imaginées, mais qui se basaient sur des choses que j'avais entendues de jeunes femmes comme ça, qui n'avaient jamais, qui étaient vierges le soir de leur mariage et qui ont vécu ça de façon très traumatisante. Et c'était un petit peu comme si c'était mon héroïne qui me guidait, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses que je n'avais pas prévues et qui sont arrivées comme ça sur le fil, euh, vraiment sur le moment. Alors, c'est drôle, ça fait comme Mélisse. Je me suis mise, moi, dans la peau aussi de Paul et je vivais avec Paul tout le temps, en fait. Mais ce qu'il y a, c'est que là, j'étais le bourreau. Et c'était assez difficile, en fait, d'être dans cette peau-là parce que la violence, en fait, c'était très ambigu, c'était très difficile à écrire parce que j'arrivais à articuler ce qui se passait pour Paul, j'arrivais à me dire, il a subi ça, il fait ça, et il n'a pas envie de le faire, mais il le fait, et il est conscient qu'il le fait. Et moi, de l'autre côté, j'avais ce côté en me disant, mais c'est pas bien. Et enfin, en fait, c'était assez déstabilisant parce que je vivais tout le temps avec lui, j'étais dans sa tête et j'avais très, très mal, en fait. C'est presque, je souffrais avec lui. Et à chaque fois, je me remettais devant l'ordinateur. Des fois, j'arrivais à pleurer parce que ça me faisait très, très mal. Et en fait, je vivais qu'avec Paul. Et c'est très dur des fois
quand, quand j'entends parler de lui de façon négative, alors qu'en fait, je le déteste aussi, hein, qu'on soit bien clair, il est affreux, il est odieux, mais comme je me suis retrouvée dans sa peau et que il avait très très mal et quand il frappe ou enfin, surtout que enfin, tout le roman il y a une progression de cette violence au début il n'est pas violent il est très ordinaire enfin on sent qu'elle est latente hein, quand même on sent qu'il y a quelque chose qui cloche et que bah, quand ça explose mais du coup même moi j'avais l'impression de progresser dans sa peau et d'être de plus en plus mal en fait parce qu'il y a la partie de soi qui sait que c'est pas bien qui la partie de soi qui arrive à comprendre, c'est ce qui fait aussi que le lecteur est des fois mal à l'aise dans la lecture du roman. Enfin, ça fait toute une grosse mélasse et en fait, j'étais très contente d'avoir terminé ce roman, de le refermer et de me dire parce que écrire cette violence et se mettre dans un personnage, au bout du compte, on finit par un peu plus trop savoir où on est enfin, c'est très perturbant et oui, là, la violence, même quand il frappe, alors il n'y a pas de scène, enfin, ça peut, il n'y a pas de scène violente en soi, il y a pas, si, je vais parler quand même qu'il y a un petit peu de sang, mais c'est pas, la violence, elle est vraiment plus dans les ressentis, dans le ressenti de la victime, dans le ressenti de ce bourreau. Et du coup, mais même en l'écrivant, quand j'arrêtais les scènes sur Angélique et que c'était elle qui racontait, du coup, je me mettais dans la place d'Angélique. En fait, voilà, tout ça pour dire que j'ai été super mal pendant 18 mois. Pendant l'écriture de ce roman, j'étais vraiment pas bien. C'est assez fou en fait à entendre, mais c'est surtout en ayant lu vos trois romans, en entendant maintenant depuis un moment parler les auteurs de l'obsession en fait que peut représenter l'écriture d'un roman il y a vraiment une interrogation sur comment vous cohabitiez et comment vous cohabitez avec votre roman pendant l'écriture. Parce que même s'il n'y a pas que des scènes violentes, il y a quand même dans vos trois romans, je trouve, une atmosphère, quelque chose. Alors peut-être Maëlys, il y a plus de lumière, en tout cas, elle va vers quelque chose qui essaye de se libérer de cette violence-là. Mais alors Bénédicte a commencé à répondre à ce que tu viens de dire. On a envie de dire, mais pourquoi tu t'es pas arrêtée? Qu'est-ce qui faisait que tu étais autant portée par la nécessité d'écrire ce livre-là, si c'en était finalement assez douloureux? Et puis pour Karine et Maëlys, voilà, comment on cohabite avec le roman? Est-ce que vous avez des phases d'écriture, vous écrivez la nuit, enfin voilà, comment vous vivez votre rapport à l'écriture sur ce roman-là notamment, et comment vous cohabitiez avec des personnages pas toujours très aimables, on va dire. Alors c'est drôle, mais en écoutant Bénédicte, en fait, j'ai ressenti la même chose pour certains personnages, notamment le personnage du mari, Stéphane, qui est pas très sympathique, qui fait pas des choses voilà, très, très glorieuses non plus. C'était parfois difficile. Alors cohabiter avec le roman, avec les personnages, c'est presque une espèce, pas de possession, mais Maëlys l'a dit, on vit avec, en fait. Ils sont là, parfois il y a des scènes qui se déroulent comme si c'était un film. Moi, il y a vraiment des moments où j'allais au travail, j'étais dans ma voiture, j'étais concentrée sur la route, bien sûr, mais en même temps, j'avais l'impression d'avoir une petite bulle comme ça avec les personnages qui parlent et qui vivent leur vie et qui sont presque autonomes, en fait, et qui me montrent finalement ce que je vais écrire le soir en rentrant chez moi, en espérant que je ne vais pas oublier cette scène et ces dialogues que j'ai presque entendus et que j'ai presque vus. Donc, c'est très étrange parce que même dans des échanges parfois dans la vie professionnelle, avec des interactions avec des collègues, il y a toujours quelque chose qui me fait penser comme si l'univers du roman se superposait quelque part à certains moments de manière très présente, c'est presque troublant, à la réalité. Et à ce moment-là, en général, j'écris beaucoup. Alors, j'écris quand j'ai fait tout ce que j'avais d'autres à faire. Donc, c'est la nuit, moi. Je me couche tard et j'écris beaucoup la nuit. Et je crois que j'ai besoin de cette espèce de silence qui s'installe, même avoir l'impression que partout autour, les lumières sont éteintes.
comme si c'était là aussi une espèce de porte d'entrée dans un univers qui permettait la création et de donner vie à ces personnages qui sont vivants, mais dans un univers un peu parallèle et qui là peuvent arriver. Donc moi, j'ai une écriture nocturne, un peu à l'instinct. Donc quand j'ai l'impression que les personnages sont là, qui parlent, que je les entends d'une certaine manière, ils peuvent sortir. Et là, j'écris beaucoup et parfois très vite. Et puis parfois, il y a une espèce de silence. Voilà, j'ai l'impression qu'ils sont plus là, ça marche plus. Là, si j'essaye de me mettre à écrire, je sais que je vais pas être satisfaite, que je vais rien garder parce que il y aura rien de vivant. Je vais rien moi ressentir de vivant et généralement, maintenant, je n'essaye même plus. Donc c'est par phase. J'ai mis un peu plus d'un an à écrire ce roman, mais en réalité, je n'ai pas compté les pauses, mais il y avait de grosses pauses qui font que le temps d'écriture réel a été en réalité plus court, mais étalé sur environ un an. Ouais, c'est amusant ce que tu dis, Karine, parce que moi, j'ai vraiment eu le même sentiment un peu avec ces petites bulles comme ça, et puis dans plein d'instants qui n'avaient rien à voir, un peu pareil, d'entendre parler mes personnages. Moi, la nuit, je suis un peu fatiguée. J'ai un peu envie de dormir, j'ai un peu de mal à écrire la nuit. C'était un peu tout le temps, en fait. C'était parfois la journée, parfois la nuit. J'ai beaucoup écrit papier-crayon, dans le train, dans le bus, un peu n'importe où, en fait. C'était assez amusant. J'ai beaucoup eu besoin de m'évader pendant l'écriture de ce roman, aussi de couper avec mon quotidien pour pouvoir me concentrer là-dessus, de sortir de mon métier. Donc moi, je suis journaliste, donc j'écris déjà beaucoup la journée et j'avais besoin de retrouver le plaisir de la fiction, cette liberté de la fiction qui est à la fois très exigeante, mais en même temps qui a une liberté incroyable par rapport à un travail journalistique. Et du coup, j'ai beaucoup écrit dans un monastère au départ pour le lancer le livre, pour me plonger dans une ambiance un peu religieuse et aussi pour être hors du monde, parce qu'un monastère, il n'y a rien de mieux pour être hors du monde. J'ai beaucoup écrit aussi. Je suis partie en voyage avec mon petit garçon au Costa Rica. Et là, c'était génial parce que c'était très, très dépaysant. L'après-midi, lui, il dormait, il faisait la sieste. Et moi, j'écrivais sur un carnet dans la jungle. C'était ailleurs, ça n'a rien à voir avec le roman. Et pour autant, c'était vraiment une façon d'être connectée, j'avais plus rien d'autre en tête, en fait, à ces moments-là que ça. Et après, je reprenais l'écriture voilà, sur mon ordinateur par la suite en rentrant. Mais c'est vrai que j'ai eu plein de petites phases, plein de petits moments, sans jamais vraiment arrêter, mais en faisant un peu selon voilà, les aléas aussi de la vie privée et professionnelle pour trouver des moments assez longs pour écrire. Et c'est amusant parce que alors moi, contrairement à aucun moment, j'ai ressenti une souffrance en écrivant. Alors que pourtant, il y a des choses qui m'ont moi-même rappelé des choses vécues, des choses que j'ai vues chez des gens et des choses que moi-même j'ai mal vécues en étant plus jeune. Et pour autant, j'avais je sais pas, c'est assez étrange quand certaines personnes me disent, mais la première partie de ton roman, ils sont atroces, ces personnages, comment t'as pu vivre avec eux, les écrire, etc. Je pense que j'avais tellement besoin d'écrire cette histoire que c'était plus libératoire pour moi qu'une souffrance finalement. Et du coup, j'avais voilà, c'était vraiment, dès que je pouvais, c'était comme une obsession, dès que je pouvais, il fallait que j'écrive dans mon carnet, que je retrouve Sixine, que je retrouve le fil de son histoire. Alors, je réponds juste à ta première question qui disait pourquoi on n'arrête pas, enfin pourquoi j'ai pas arrêté. Alors, quand je dis souffrance, oui, c'est vraiment l'impression d'être dans le personnage et comme c'est un personnage qui est négatif et que, oui, c'était jamais en victime, c'est vrai que c'est difficile parce que du coup, oui, on est en souffrance parce qu'on sait que ce qu'on écrit est dur. Mais pourquoi pas arrêter? Parce que c'était pas possible, en fait. C'était pas possible parce que j'avais vraiment envie de montrer une fois que je suis partie dans l'histoire et dans ce fil de violence conjugale, j'avais envie de montrer l'emprise et montrer que l'emprise, elle n'était pas si simple que ça. Voilà, c'est pour ça que je ne pouvais plus m'arrêter. C'était presque comme une obligation en disant, ben, voilà ce que tu vis au quotidien dans ta pratique professionnelle, voilà ce que tu entends, voilà ce que tu lis dans les journaux. Et c'était cette envie de démontrer l'emprise. Et je ne pouvais pas arrêter, j'avais vraiment envie d'aller jusqu'au bout.
Et donc, par rapport à l'écriture, comme Karine, moi, j'ai eu vraiment des grandes pauses. En fait, je pouvais écrire pendant 15 jours en piochant, voilà, en rentrant du travail. Alors, pas la nuit non plus, parce que je suis comme Maëlys, je dors. Et c'était un mercredi après-midi, avant d'emmener les enfants. Pouf, j'écrivais 10 minutes et puis je réécrivais le soir à 18 heures. Et puis, c'est toujours des petits moments volés et qui sont mis bout à bout. Et puis d'un seul coup, l'abandon des personnages. Et là, j'avais plus envie d'écrire. J'étais bloquée sur une scène et ça restait pendant 2 mois et j'avais pas envie. Et je voyais pas où ça pouvait conduire. Et voilà, donc je posais et je reprenais en me disant, bon, enfin voilà, l'envie de reprendre revenait et je repartais un mois, voilà, à voler des petits moments. Mais c'était jamais programmé. Je me suis jamais mise devant l'ordinateur en disant, il faut que j'écrive. C'était vraiment tiens, tu as une idée. Oui, je vais l'écrire, je vais la mettre. Et puis alors on se couche, on a plein d'idées, et puis on se dit ouais, on va s'en souvenir le lendemain matin. Et puis le lendemain matin, c'est tout parti, et c'est terrible parce qu'on se dit ouais, pourtant c'était vachement bien. Mais non, c'est plus, on ne trouve plus. Donc, il y a eu tout ce processus d'écriture, cette obsession d'écriture, et nous, on vous a lu un jour. C'est donc qu'il y a eu cette phase un peu magique, parce que c'est une première fois de la publication. Donc, on a toujours envie de savoir comment ça s'est passé, cette rencontre avec votre éditeur, et puis cette première fois dans l'écriture et dans la révélation au public, finalement. Ce qui me concerne, c'est arrivé au moment où je ne m'y attendais plus, ou même j'avais arrêté de chercher. Donc là, c'est un premier roman publié et j'en suis très heureuse. La réalité, c'est qu'il y en a d'autres, bon, certains moins valables. Bon, voilà, j'en renie certains, mais il y en a d'autres. Et donc, j'ai déjà eu des moments dans ma vie, et notamment à la fin de l'adolescence, où j'écrivais beaucoup, j'y croyais beaucoup, où j'ai beaucoup démarché aussi les éditeurs. Donc, je partais arpenter Paris avec mon sac à dos plein des manuscrits que j'avais fait imprimer dans les boîtes à photocopies que les étudiants utilisent pour les thèses. Et donc, j'en faisais plein pour pouvoir toucher plein d'éditeurs en même temps. Puis après, j'attendais en étant persuadée que forcément, on allait dire voilà, qu'ils allaient s'arracher mon roman. J'exagère un peu, mais voilà, il y a cet enthousiasme. Et en fait, non. Hein, déjà, le temps éditorial est très long. On met beaucoup de temps avant de recevoir des lettres qui sont souvent des lettres de refus. Celles qui sont frustrantes, c'est celles qui sont des lettres types, en fait, qui disent rien du texte. Donc j'ai eu cette phase-là. Et puis après, je suis rentrée dans la vie professionnelle, je suis mariée, j'ai eu des enfants. J'ai un peu, pas complètement arrêté d'écrire, mais arrêté d'écrire quelque chose qui ressemblait à des romans, c'est-à-dire des textes longs avec une vraie intrigue. J'ai toujours écrit, mais des textes beaucoup plus courts. Et puis, j'avais plus ce projet véritablement d'être publié un jour, jusqu'à il y a quelques années. Donc, j'ai réécrit un roman dont j'étais plutôt contente. Après le retravail, j'ai recommencé à envoyer aux éditeurs. J'ai retrouvé un peu, bon, pas la naïveté d'avant, mais j'ai retrouvé quand même cet enthousiasme, un peu cette fébrilité. Et puis, j'ai retrouvé la déception aussi à un moment donné. Et je me suis dit, stop, en fait. J'ai continué à écrire. Donc, ça fait à peu près 6 ans, en réalité, que j'écris pas au quotidien, mais de manière très régulière. Et ce roman-là, il n'était pas destiné à être publié parce que je l'avais envoyé très peu. Je l'avais envoyé aux maisons d'édition qui acceptent les manuscrits par mail. Et elles sont un peu plus nombreuses maintenant, mais finalement, la plupart réclament des manuscrits papier. Et moi, je n'avais plus ni le courage, ni l'envie voilà, de faire ça, d'aller à la poste. Donc, voilà, je me contentais d'un lectorat vraiment restreint, mais enthousiaste, et ça me convenait. Et en fait, c'est un de mes amis que je connais depuis une vingtaine d'années, hein, qui a lu tout ce que j'ai écrit depuis que je me suis remise à écrire, qui m'a pas dit d'ailleurs, hein, mais qui l'a fait lire lui aussi à quelqu'un de son entourage. Et c'est par ces deux intermédiaires, en fait, que le manuscrit est arrivé sur le bureau de Pierre Fourniot, de la manufacture de livres. Et au moment
enfin, à un moment donné, on en avait parlé avec cet ami-là, et c'est lui qui m'a dit, écoute, voilà, j'ai fait ça. Il va arriver sur le bureau d'un éditeur, mais après, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc, je ne me suis pas emballée non plus, mais le coup de fil, quand même, est assez vite arrivé. Et là, c'est étrange parce que je dirais pas que c'est le coup de fil qu'on a attendu toute sa vie, mais qu'on a attendu à d'autres périodes comme quelque chose d'impératif, qui est nécessaire presque à sa vie et qu'on n'attend plus au moment où on le reçoit. Donc, c'est un peu étrange. En même temps, j'étais folle de joie et je le suis toujours, mais, euh, mais, mais j'avais pris tellement de recul qu'il n'y a pas eu non plus cette explosion, comme si j'étais méfiante en fait. Et donc, jusqu'à la signature du contrat, je crois que j'étais un peu sur la réserve, mais j'étais très heureuse. J'avais juste l'impression que ça allait tomber à l'eau. En plus, il y a le confinement, on n'a pas signé de contrat alors qu'on s'était mis d'accord juste avant. Je me suis dit, ça va, enfin, il va changer d'avis. Et en fait, non. Donc, ça s'est fait grâce à des gens enfin, cet ami qui a cru en moi suffisamment pour faire les démarches que j'avais cessé de faire et que j'aurais certainement jamais faites. Hum. C'est marrant parce que moi, c'est un peu comme Karine, j'ai toujours beaucoup écrit depuis que je suis petite. Et quand j'étais petite, avec l'innocence de l'enfance et le côté un peu orgueilleux qu'on peut avoir, comme mes sœurs trouvaient mes histoires géniales, j'étais persuadée qu'elles étaient géniales et que bien sûr, quand je serais une grande fille, je serais écrivaine. Et puis bon, ben, en grandissant, un peu comme Karine, moi, vers 16-17 ans, j'avais envoyé un premier manuscrit à une maison d'édition. Je pense qu'il valait pas grand-chose, mais j'ai jamais, pour moi, c'était incroyable d'aller imprimer mes 150 pages, de les envoyer. C'est que c'était un budget en plus. Et puis, j'avais reçu une lettre type qui m'avait beaucoup blessée. En fait, je m'étais dit, en fait, c'est nul, je suis nulle, quoi. Et puis, j'ai continué d'écrire un autre texte à 18 ans, en me disant, bon, quand même, je vais. Puis, en fait, après, entre les études, les petits boulots à côté, le début de mon travail professionnel de journaliste, qui est pas, voilà, où c'est un peu compliqué pour y arriver aussi, c'était finalement, j'avais plus le temps, puis plus l'envie, donc j'écrivais un peu de temps en temps. Mais j'avais perdu un peu le. Déjà, je croyais plus vraiment en moi. Je me disais que j'étais pas vraiment capable de ça. Et puis, en fait, ça a été amusant parce que moi, c'est la maternité qui m'a donné envie redonné envie. En fait, quand j'ai été enceinte de mon premier enfant il y a 4 ans, j'ai eu un temps pendant quelques mois avant que le bébé arrive sans écrire. Et là, j'ai repris un manuscrit de jeunesse et puis je l'ai retravaillé et j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à en faire quelque chose voilà, de plus construit. Et je me suis dit, bon, je tente le coup pour le coup. Je l'ai montré à une copine qui bosse dans l'édition de beaux livres et qui m'a dit, c'est super, tente-le, envoie-le à des maisons d'édition. Je l'ai envoyé, j'ai eu des retours, ce qu'on appelle circonstanciés, des éditeurs qui me disaient, c'est pas mal, mais il faudrait retravailler ça. J'étais un peu perdue, en fait. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, celui-là, en fait, voilà, il a fait son temps. Mais j'ai retrouvé le plaisir d'écrire et je ne veux pas le perdre. Et je me suis dit, si j'ai une histoire qui me vient en tête, je l'écrirai pour moi, pour le plaisir de l'écrire, pour vraiment retrouver ce plaisir de la fiction. Et puis, je serai certainement jamais éditée parce que c'est trop compliqué. Moi, je ne connais rien au milieu de l'édition et c'est certainement inaccessible. Mais tant pis, ce sera au moins un plaisir personnel et peut-être que je le ferai lire à quelques personnes autour de moi. Et donc, j'ai écrit Béni soit Sixtine, comme ça en une année, voilà, sans trop y croire, mais avec beaucoup de plaisir. Et les choses se sont faites très, très vite, en fait. J'ai voulu commencer à vouloir l'envoyer à des maisons d'édition. J'ai à peine eu le temps de le faire parce que je ne savais pas trop à qui l'envoyer. J'en avais envoyé à une ou deux. Et puis, un peu comme Karine, un ami a pris mon manuscrit, l'a passé à sa belle-mère qui était attachée de presse chez Julliard. Et elle m'a appelé un jour en me disant c'est super, je veux le présenter à Vanessa Springora, dont je venais de lire le livre. Le consentement venait de sortir, c'était en janvier 2020. Elle m'a dit moi j'y crois à fond. Et quelques jours plus tard, je recevais, au mois de février, je recevais un appel de Vanessa qui me disait on y va, on le fait pour septembre, ça va aller très vite. On va avoir du boulot, il y a des relectures, voilà, il y a toutes les épreuves, etc. Moi, j'étais enceinte de 8 mois, donc c'était un peu la folie.
Et le confinement est arrivé par-dessus, le premier confinement. Donc, à la fois, j'étais folle de joie quand je l'ai appris. J'étais complètement éberluée et voilà, c'était un peu hallucinant. Et en même temps, le monde nous est un peu tombé dessus à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, je devais accoucher dans des conditions un peu folles, puisque c'était ce premier confinement. Et j'avais l'impression que ça comptait plus vraiment, en fait. C'est pas que ça m'a gâché un peu le bonheur, mais très vite, voilà, la folie de ce premier confinement et de l'épidémie a un peu ratatiné tout ça. C'était un peu délirant, c'est-à-dire qu'en plus, moi par exemple, on a décidé du titre du livre. Quand je venais d'accoucher, j'étais encore à la maternité, j'en parlais avec la sage-femme, avec des masques, on ne savait pas si on pouvait sortir. Enfin voilà, c'était un peu fou. Et en même temps, Vanessa m'a toujours dit, mais on maintient pour septembre, ça va se faire, ça se fera, il n'y a aucun. Voilà, ça se fera. Et donc, je me suis un peu accrochée à ça en me disant, bon, on va aller vers quelque chose de super, quoi. Donc, à la fois, c'était voilà, plein de choses en même temps. Et en même temps, je pense, comme toi, Karine, c'est vraiment tombé un moment où je m'y attendais. Je, voilà, je pensais pas, et même, j'y comptais même plus. Voilà. Euh, oui, alors, moi, j'avais fait en fait, c'est un peu comme Karine et Maëlys, j'avais écrit des choses à dos, des tas de trucs et des nouvelles. Donc, j'avais envoyé mon recueil de nouvelles dans laquelle il y avait Paul, hein, mais il n'y avait pas de violence conjugale, hein. C'était juste une histoire un peu triste, mais c'était pas ça. Et puis, j'ai aussi écrit un livre pour mes filles, en fait, quand elles étaient ados, où je leur faisais chaque fois la suite. Et puis, elles avaient été vraiment passionnées. Il avait circulé ce livre, donc je l'avais envoyé. Et puis, bien sûr, c'est un peu comme Maëlys. J'avais l'impression d'avoir écrit un roman, super roman. Et mes filles, bien sûr, étaient très objectives. Elles me disaient que c'était super, donc forcément, ça allait marcher. Et forcément, ça n'a pas marché, hein. Bah, évidemment, je me suis retrouvée avec mon truc et puis je me suis dit, bon, bah, ouais, ok, ouais, on va rester dans la famille, hein, c'est super bien. On va imprimer la couverture nous-mêmes et puis on va rester avec les cousines, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai tout remballé. Et puis il y avait quand même ces nouvelles, donc j'avais repris la première nouvelle, c'était l'histoire de Chloé. Je l'avais envoyée à des éditeurs, j'avais eu des avis et puis ben, ça n'avait pas abouti. J'ai rangé et puis même moi quand je l'ai relu, ça ne me plaisait plus. Et donc après, j'ai repris cette histoire de Paul et je l'ai envoyée, bah, comme Karine, à des maisons d'édition qui prenaient par mail et puis par courrier. Donc aussi par Instagram. Je suis allée au culot, hein. Je me suis dit, aller demander aux éditeurs, aller, enfin voilà, me servir aussi de ce carnet d'adresses que j'avais. Euh, donc, j'ai eu des gens qui m'ont répondu, bah oui, envoyez-le. J'ai eu des gens qui ne m'ont pas répondu. Donc, du coup, les envois étaient multiples. Et finalement, de chez Envoi, j'ai eu beaucoup de retours. Alors, j'ai eu les lettres, bien sûr, vexantes qui me disaient non, mais je ne savais pas pourquoi. Et puis, j'ai quand même eu quelques coups de téléphone de maison qui m'ont dit ah ben oui oui ce texte il est pas mal, il est dur. Alors il y a eu des maisons qui m'ont dit le texte ben il est bien, on le prendrait bien, mais on ne sait pas quoi en faire en fait. C'est-à-dire que il est pas blanc, il est pas noir, c'est pas un thriller et en même temps ça peut être dérangeant. Donc il y a eu une maison d'édition qui m'a dit on va le passer déjà au comité de lecture des lecteurs. Donc il a dépassé ce stade. Il est allé à un deuxième comité, donc le comité des éditeurs. Il a divisé le comité des éditeurs parce que justement, quand est-ce qu'on pouvait le publier, pour quel public, etc. C'était très compliqué. Et puis, en fait, c'est une période, c'était en décembre, où j'ai reçu vraiment, alors que j'avais envoyé mon manuscrit entre juillet, août, septembre, voilà. J'étalais parce que ça a aussi un coût. Et donc, en décembre, en fait, j'ai reçu ces coups de téléphone donc de plusieurs maisons qui étaient à la fois positifs et à la fois, en gros, c'était oui, mais. Et puis, et on m'a dit aussi, bah, ce serait bien si vous étoffiez un petit peu
Paul, enfin, qu'on ressente plus ses émotions. Et puis, une autre éditrice m'a dit, mais ce serait bien, ce texte, j'aimerais bien que vous repreniez un peu Angélique, vous me le redonnez, etc. Donc, j'avais plusieurs... c'était drôle parce que les avis c'était toujours oui, mais les choses à corriger n'étaient pas les mêmes. Donc, en décembre, j'ai repris tout mon paquet et j'ai pris les conseils de chacune, parce qu'en fait, c'était que des éditrices. J'ai pris les conseils de chacune et j'ai repris mon texte pendant 15 jours, les vacances de Noël, et je n'ai fait que ça, à reprendre ce texte et me dire, alors, on va remettre un peu d'émotion dans Paul, et arriver parce que je ne sais pas si vous l'avez lu, mais voilà, c'est un texte qui est quand même assez froid. Donc, essayer de remettre un peu d'émotion dans les uns, dans les autres, voir où je voulais aller. J'ai repris ce texte et je l'ai renvoyé en fait aux éditeurs et aux éditrices qui m'avaient répondu. Et j'ai eu à peine envoyé ce texte que j'ai eu un message. En fait, je n'avais jamais donné mon numéro de téléphone, c'était toujours des mails. Et Lisa Liotto m'a envoyé un mail en disant, donnez-moi votre numéro de téléphone, je veux vous appeler. Et donc, elle m'a appelé dans la foulée quand j'ai envoyé mon mail et elle m'a dit, ce texte, je le prends. Euh, je vous envoie le contrat. Vous aurez le contrat d'ici 48 heures. Et en fait, 1 heure après, j'avais le contrat sur ma boîte. Et dans ma tête, je n'arrivais pas du tout à réaliser. Quand j'ai eu Lisa au téléphone, en fait, je me disais, mais elle le prend vraiment, elle est sûre qu'elle le prend, elle le prend. Et, ouais, et entre-temps, donc, il y a eu après l'autre maison d'édition qui avait divisé le comité de lecture qui m'a rappelé. Enfin, voilà. Mais c'était vraiment le truc où je réalisais pas. Je me disais, c'est pas possible, c'est pas possible. Et quand j'ai eu ce contrat, qui du coup, elle m'avait dit 24-48 heures, mais en fait, 1 heure après, mon truc a fait ding-ding et je vois contrat et je me disais, mais c'est une blague, quoi. Voilà, c'était vraiment le truc. J'avais eu tellement de oui, mais que je m'attendais encore à des oui, mais. Oui, mais votre texte, il est bien. On m'a même dit, bah, vous devriez en écrire un autre, une autre histoire. Voilà, parce que celui-ci, il est trop dur. On ne sait pas ce qu'on va en faire. Que le oui, mais il était tellement ancré dans ma tête que je m'étais dit, bon, bah, de toute façon, tu l'as retravaillé pendant 15 jours, mais ce sera encore oui, mais voilà. Alors qu'en fait, ça me tenait très à cœur de passer ce cap. En fait, j'avais envie de dire aux éditeurs qui me disaient oui, mais, en disant, mais ok, vous êtes d'accord, mais vous ne savez pas à quel public il peut être destiné, mais laissez la chance au public justement de s'approprier cette histoire et de voir ce que ça peut donner. Et voilà. Et du coup, en gros, Lisa, elle a pris ce risque et finalement, voilà, les lecteurs, enfin, voilà. Voilà. Vous ne ferez donc pas mentir toutes les trois la magie et des premières fois et de la publication quand on vous entend. Justement, alors on publie, on rend public des écrits et surtout avec vos 3 romans qui peuvent, comme tu disais Bénédicte, au sein d'un comité de lecture, mais j'imagine aussi au sein des lecteurs, être clivants parce que vous utilisez des termes forts. Est-ce qu'on a une trouille gigantesque? Est-ce qu'on se prépare en se disant peut-être je vais recevoir de la violence aussi dans les retours parce que mon livre donne cette image-là? Ou est-ce qu'on y va un peu plus sereine? Ou est-ce que, voilà, encore une fois, vos textes sont tellement singuliers et poignants que ça peut forcément, et tant mieux, susciter des émotions vives? Je n'avais pas spécialement d'appréhension, j'avais beaucoup de curiosité en revanche. Donc, non, pas d'appréhension. Et puis, j'ai eu de la chance parce que les premiers retours ont été vraiment très bons, très enthousiastes, pardon. Et ensuite, alors avec le temps, il y a eu des retours plus mitigés et quelques critiques qui reviennent que je bon, je ne vois pas tout, je ne cherche pas tout non plus, mais je les vois passer parfois ou m'identifier aussi sur les réseaux sociaux. Donc j'ai pris aussi voilà, connaissance de retours moins enthousiastes que je trouve intéressants. Moi, ma frustration, c'est pas que tout le monde n'ait pas aimé. En fait, c'est normal que tout le monde n'ait pas aimé. Et par rapport au thème et par rapport à la démarche qui était la mienne, moi, je n'avais pas du tout envie d'expliquer dans le détail. J'ai pas envie de donner mon interprétation. J'ai
envie de montrer des choses, d'exposer des mécanismes et de laisser les lecteurs les voir ou non, ou avoir un avis sur un personnage que j'ai pas envie, moi, forcément, d'identifier comme méchant ou gentil. Donc, quand c'est des critiques qui, en fait, quelque chose qui correspond au projet que moi j'avais déplaît, c'est moins grave parce que je sais que je voulais le faire comme ça, je sais pourquoi, et après que ce soit mal reçu, bon, c'est attendu, on ne fait jamais l'unanimité. Ce qui est frustrant, c'est quand, bon, par rapport au dénouement notamment, c'est de ne pas pouvoir expliquer parfois certaines choses, de pas. Alors, je ne veux pas aller voir tous les lecteurs, surtout pas pour essayer de les convaincre, mais oui, quand j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ou qui n'a pas été vu, ou que peut-être j'ai essayé de faire mais j'ai pas réussi. C'est cet échange-là que je trouve en réalité constructif. C'est pas pour les convaincre que ce qu'ils n'ont pas aimé, enfin qu'ils ont tort. C'est pas du tout ça. C'est vraiment l'échange autour de ce que moi j'avais voulu faire, de la manière dont ça a été ressenti. Donc au niveau des retours plus mitigés, c'est vraiment l'envie d'échange et peut-être la frustration de ne pas pouvoir discuter avec tous, donc qui, qui, qui est le plus présent. Mais je trouve très intéressant, en fait, et précisément enfin, j'adore les retours enthousiastes, ça fait très plaisir, surtout quand on a l'impression d'avoir été vraiment très comprise, hein. Il y a des retours très précis qui ont tout vu, qui ont vu plein de métaphores que je me suis dit, on verra jamais le lien. Et il y a des retours qui voient tout et c'est très plaisant de se sentir comprise. Et les retours qui sont moins enthousiastes, je les trouve intéressants aussi, autant d'une certaine manière parce que il suscite, enfin il suscite dans une rencontre en librairie ou là d'ailleurs, je sais pas, il y a peut-être des gens qui ont des questions, mais c'est l'échange que ça pourrait susciter en fait, je trouve stimulant parce que les échanges, enfin les contradictions génèrent aussi des échanges stimulants. Donc je suis les retours avec beaucoup de curiosité. Ceux qui sont positifs me font plaisir et ils sont très nombreux, donc je suis très contente. Et ceux qui sont un peu moins enthousiastes, je les trouve aussi intéressants parce que ça me fait réfléchir sur la manière dont j'ai écrit ce livre, ce que j'ai voulu montrer et ce qui a été compris ou ce qui peut être compris parfois par certains lecteurs. Et ça, c'est complètement nouveau, puisque quand on écrit seul, on ne sait pas du tout comment le texte va être reçu. Et en tout cas, il y a une vraie diversité d'avis et c'est bien aussi. Alors, moi, quand le livre est sorti et paru la fin août, j'ai eu un gros moment de stress un peu avant la parution, où je me suis dit comment les gens de ce milieu catholique intégriste, proche de l'extrême droite que je décris dans la première partie du livre, comment est-ce qu'ils vont le prendre? Est-ce qu'ils vont même pas en avoir connaissance ou est-ce qu'ils vont le savoir, le lire et se montrer agressifs comme ils peuvent l'être. Donc j'ai eu une petite appréhension. Le premier message d'insulte que j'ai reçu m'a quand même m'a un peu choquée. Je me suis dit, mais ils sont fous les gens. Et puis j'en ai parlé avec mon éditrice qui m'a dit, mais bon, elle, avec son livre Le Consentement, autant vous dire que des pédophiles qui lui avaient écrit des choses dégueulasses, il y en avait un paquet. Donc, qui m'a parlé de son expérience à elle et ça m'a beaucoup aidée en me disant, bah, de toute façon, voilà, c'est tant pis pour ces gens qui m'envoient des messages insultants. Je les efface, je les laisse tomber. Il y en a eu quelques-uns, il y a eu quelques articles aussi, mais de presse d'extrême droite qui me disaient des choses qui ont qualifié mon livre de profondément pervers. Bon, je l'ai pris comme un compliment, mais il y a eu ça. Et en même temps, j'ai eu la chance en septembre, quand le livre est sorti, il y avait une petite vie culturelle. Donc, j'ai pu aller rencontrer des lecteurs à Strasbourg, voilà, à plusieurs endroits, à Toulouse, où j'habite aussi. Et du coup, mes premières rencontres, ça a été très rapide. Et là, ça a été génial d'avoir des vrais gens en face de moi, notamment un vieux monsieur qui m'a dit, mais ma vie n'a rien à voir avec celle. Je viens pas du même milieu, mais je me suis reconnue dans votre personnage, voilà, qui a cassé avec sa famille, qui a pris sa liberté. Et ça, c'était très touchant pour moi d'avoir
des gens qui venaient, qui s'étaient emparés en fait de mon personnage. Alors après, c'est marrant parce que comme Karine, moi, j'ai eu des retours très positifs, très touchants, des gens qui ont vu des choses que moi-même, je n'avais même pas vu, qui voyaient des signes dans des noms, des choses. C'était très étonnant d'avoir des gens qui me disaient, ah, mais vous avez mis tel nom parce que ceci, parce que cela. Je m'en étais même pas rendu compte, donc ça c'était très touchant. Les retours critiques, mais voilà, avec du fond, j'ai trouvé ça intéressant aussi, des gens qui me disaient mais c'est pas possible, le personnage de la mère, elle peut pas être comme ça jusqu'au bout, c'est trop triste. Voilà. Ce qui m'a amusé aussi, c'est des gens qui s'étaient tellement appropriés les personnages qu'ils voulaient que ça se passe autrement. Euh, dans différents sens, donc des gens qui voulaient que l'histoire d'amour finisse autrement, qu'il y ait un happy end, des jeunes filles qui m'ont écrit ça, c'était très, très marrant. Et puis, un monsieur très chic qui m'a écrit en me disant qu'il avait beaucoup aimé mon livre, mais à la fin, vraiment, quelle chienne cette Sixtine de faire ça. Voilà, il avait mis le mot chienne, c'était assez fou de voir ça. À cause de la façon dont elle se comportait. Donc, c'est ça que j'ai trouvé un peu fou, parce que moi-même, en tant que lectrice, j'ai jamais osé écrire un auteur en lui disant mais voyons, alors peut-être que j'aurais dû le faire avec des livres qui m'ont beaucoup marqué, mais voyons, j'aurais tellement aimé que ça se passe autrement. Voilà, j'imagine que ça fait partie aussi du jeu, puis avec les réseaux sociaux, les gens se sentent peut-être plus proches des auteurs. Mais j'ai trouvé ça assez fascinant de voir la façon dont les lecteurs s'emparaient des personnages et dont ils pouvaient avoir une lecture aussi du livre des lectures vraiment qui n'ont rien à voir d'un lecteur à l'autre. Voilà. Mais les insultes se sont arrêtées, donc ça, c'est chouette. Alors, pour ma part, les oui mais. Alors, enfin, ce roman, j'avais eu des bêta-lecteurs qui j'avais fait lire le livre avant de l'envoyer, et les retours étaient positifs. Enfin, c'était des retours sympas en disant bah, oui, enfin, ça leur avait plu. Et pourtant, j'avais choisi des bêta-lecteurs vraiment très différents. Donc, quand j'avais envoyé le manuscrit, je me disais ça peut plaire. Mais n'empêche que j'avais une trouille monstrueuse. Et donc, comme je disais, quand Lisa a accepté le manuscrit, j'avais toujours cette angoisse en me disant une forme presque d'illégitimité, de truc, de malaise en me disant euh, ça s'est fait, mais presque, enfin, tu ne méritais pas, quoi. Vraiment, c'était très inconfortable. Et puis, donc, j'avais vraiment la trouille, vraiment, vraiment la trouille de me dire, les gens vont penser que j'excuse Paul, que enfin, il y avait tout ça, toute cette démarche où je me disais, est-ce que les gens vont comprendre que c'est quelque chose de neutre qui démontre l'emprise, qui démontre le mécanisme de la violence, ou est-ce que les gens vont se dire non, mais qu'est-ce qu'elle écrit? Elle est en train de défendre quelqu'un qui est violent. Donc, j'avais vraiment un malaise important et j'avais vraiment la trouille. Et le 6 janvier, quand il est paru, ouais, je m'étais dit, mais tu n'aurais jamais dû l'envoyer, tu n'aurais jamais dû le publier. Enfin, et c'est Lisa qui me disait, mais non, mais t'inquiète pas. Et non, mais c'était horrible. Je disais à mon mari, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais jamais dû ça. Enfin, l'image que ça va donner, ça va tout. Ça va me démolir, en fait. Je vais être assimilée à Paul. Enfin, bref, enfin, ça a beaucoup mouliné. Et puis, les premiers retours, comme ils étaient positifs, et c'est là où, ce que je disais tout à l'heure, c'était l'idée de faire confiance au lecteur et de faire confiance au bêta-lecteur que j'avais eu et de me dire, ouais, ben non, c'est bon, en fait, ce que tu as écrit, les gens l'ont compris comme tu l'as écrit. Donc voilà, les premières critiques qui sont apparues, je les ai reçues, je les ai lues. Voilà, il y en a eu aussi des négatives. Et c'est pareil, je les ai comprises parce que enfin, c'est pas possible de se dire les gens n'ont pas compris. Je pense que comme les livres, on les lit avec nos propres histoires, avec notre propre ressenti. Euh, C'était même très instructif. Mais par contre, voilà, c'est ce que disait Karine, la frustration, elle est que on ne peut pas discuter là-dessus. C'est-à-dire que quand on reçoit les critiques, alors j'en ai très peu de négatives, mais ces critiques négatives,
Il y a eu une fois d'ailleurs sur Babelio où j'ai dit à la personne, je veux juste discuter, mais en gros, mais je ne reviens pas du tout sur le fait que le livre, ça a pu enfin, faire ça. Mais c'est l'idée d'argumenter, d'expliquer, de ces rencontres avec les lecteurs qu'on n'a pas. Et ça, c'est très, très frustrant. Du coup, la trouille, elle reste là parce que enfin, moi, j'ai envie de dire, voilà, mais, et puis même d'aller vers les libraires et de leur dire, mais c'est pas qu'une histoire plate de un monsieur, une dame, oh, le monsieur est méchant, il tape la dame et voilà, et on ferme le livre. Non, c'est beaucoup plus que ça et ça, c'est très, très frustrant par rapport à tout ça, de ne pas pouvoir expliquer, de ne pas pouvoir... Donc la trouille, elle est toujours là. Moi, je reste pourtant, enfin, finalement, quand je regarde... le livre, il plaît beaucoup et les retours que j'ai sont très positifs. Je dois avoir 3 ou 4 avis négatifs et même les avis négatifs que j'ai sont pas franchement négatifs, c'est juste par rapport à un ressenti ou par rapport à l'écriture. Mais ça reste que j'ai toujours la trouille en fait. Ça m'angoisse énormément et c'est toujours ce sentiment d'illégitimité, quoi qu'il en soit. C'est terrible, mais ça, je crois que je sais pas si je pourrais faire quelque chose. Donc, en fait, il faut qu'on refasse une rencontre dans quelques mois, quand tout le monde aura tout lu, qu'on pourra donc ne pas spoiler la fin de Karine, mais en parler, et qu'on pourra parler de tout ça, parce qu'en plus, je viens juste de poser mon regard sur l'horloge, et j'avais 1000 autres questions à vous poser. Donc, on recommencera quand tout le monde aura lu, et on ira sur le... alors, le mardi, c'est 68, le mercredi, c'est librairie, parce que, voilà, je vous avais demandé de nous proposer un livre important pour vous, soit un livre marquant et un livre de chevet, soit un dernier coup de cœur, mais en tout cas, on aime bien aussi savoir quelle lectrice vous êtes. Donc voilà, on est tout oui pour vos propositions de lecture. Alors moi, c'est marrant, mais ce genre de questions, en fait, c'est très compliqué pour moi parce que d'un coup, je passe en revue, je me dis, ah, celui-là, non, celui-là. Et en fait, j'ai envie de parler de plein de livres. Donc, mon livre de chevet, mon vrai livre de chevet, celui qui est vraiment voilà, près de mon lit, en réalité, c'est une liseuse. Alors, je reste très attachée au papier. D'ailleurs, j'écris à tout à la main, au stylo plume, et avant de l'écrire sur ordinateur. Et pour la lecture, c'est pareil, je suis très attachée au papier, mais la liseuse a quand même ce côté extrêmement pratique que bah, elle permet de lire dans le noir, vu que quand j'écris la nuit, bah, je me couche un peu après tout le monde, ça permet de ne pas déranger le conjoint qui dort. Donc dans ma liseuse, il y a toujours une lecture en cours qui n'est jamais la même. Donc le vrai livre de chevet, en réalité, c'est la liseuse qui est un support de lecture avec des livres qui changent au fur et à mesure. Après, les livres qui reviennent, que j'aurais envie de relire, qui seraient une référence, je relis peu les livres depuis que je suis adulte. Je les relisais beaucoup quand j'étais enfant, et peut-être parce que j'en avais peu et je sais pas. Mais j'ai pas même quand j'ai aimé les livres, hein, je veux les avoir, je les mets dans ma bibliothèque, je les achète en version papier parce qu'ils m'ont particulièrement plu, mais je les relis pas vraiment. Il y en a quand même qui se démarquent. Il y en a un notamment, c'est le livre de Fernando Pessoa, qui est un auteur portugais qui a écrit le livre de l'intranquillité, qu'on vient de retraduire d'ailleurs il y a quelques temps avec un autre titre, le livre de l'inquiétude, mais je préfère le titre, le premier, le livre de l'intranquillité. Et il est là d'ailleurs dans sa version portugaise, et parce que je lis en portugais et je trouve que voilà, que la sonorité n'est pas la même, la musique de la langue n'est pas la même. Et en fait, c'est un livre c'est pas un roman, hein, il n'y a pas d'intrigue, et on peut le lire, l'ouvrir à n'importe quelle page, en fait, lire un passage ou un peu plus longuement selon le temps dont on dispose. Et c'est un peu, ça me fait l'effet d'une promenade, en fait, comme quand on est dans une ville ou un quartier qu'on affectionne et qu'on marche juste pour le plaisir de la promenade. Ce livre me fait un peu cet effet-là, en fait. Je l'ouvre et je lis toujours avec le même plaisir, de manière assez aléatoire, parce qu'on peut le lire comme ça, ce livre-là, et c'est une vraie promenade littéraire sur... voilà, c'est poétique, c'est mélancolique, c'est parfois sombre aussi. Hein, voilà, faut pas avoir une baisse de morale parce qu'il il est pas toujours très gai non plus. Mais oui, c'est ce livre-là en fait qui s'impose finalement comme livre que je prends plaisir, qui est jamais loin et que je rouvre assez souvent.
Alors moi, j'ai pas vraiment un livre de chevet. J'ai un livre de Federico Garcia Lorca, des poèmes que j'aime bien lire de temps en temps, mais ça reste assez voilà, aléatoire de temps en temps. Enfin voilà, c'est vraiment un livre que j'ai souvent à côté de moi pour feuilleter, m'évader dans la poésie. Mais sinon, je crois qu'il y a un livre qui m'a beaucoup suivi. C'est un livre de Luis Sepúlveda qui s'appelle Le chien Mapuche. C'est un livre qui est un format plutôt pour les jeunes, pour les enfants. Il y a des beaux dessins que j'ai depuis très longtemps. Parce que pour moi, c'est vraiment à la fois une littérature très accessible qui est liée à l'aventure, au voyage, à toute cette littérature d'enfance que moi j'aimais beaucoup. Je dévorais Jack London et voilà, des auteurs comme ça. Et en même temps, c'est lié à un territoire qui est la Patagonie, la terre des Mapuches. Qui est un territoire un peu fondateur pour moi, parce que c'est là où je suis partie quand j'avais 18 ans, et c'est là où j'ai vraiment commencé à écrire. C'est vraiment un lieu important pour moi et qui a été aussi un déclic d'un point de vue plus politique et intellectuel, une prise de conscience de beaucoup de choses, parce que c'est un endroit où les peuples primitifs qui vivaient là-bas ont été tout bonnement assassinés au début du XXe siècle. Et donc, ce livre, Le chien Mapuche, qui est voilà, vraiment à la fois une histoire très bien écrite, et puis un récit d'aventure, et puis un conte avec toute une partie liée au conte traditionnel des peuples autochtones. C'est vraiment quelque chose de très beau et qui me rappelle beaucoup de souvenirs, de livres, de lieux, de sensations. Et puis c'est un auteur que j'aime beaucoup, Luis Sepúlveda, qui est malheureusement mort au mois de mars précédent. Voilà. Alors, des livres de chevet, j'en ai pas. En fait, c'est plutôt que quand j'ai un coup de blues ou un coup de moins d'envie de lire, de choses comme ça, je vais me replonger dans les classiques et retrouver Maupassant, retrouver Zola, retrouver Balzac. Et ça, c'est vraiment les livres que je prends, que je relis régulièrement. En fonction un peu du thème, hein, ça va être la peau de chagrin, ça va être boule de suif, ça va être des choses comme ça que je reprends. Alors que les livres contemporains, en général, je ne les relis pas. Parce que, par exemple, mon livre Coup de foudre, le livre vraiment, j'ai lu énormément de romans de Kundera et La plaisanterie, ça a été le coup de foudre absolu pour ce livre. Voilà, c'est le livre que je promène, c'est le livre que j'offre aussi, c'est le livre. Et pourtant, je ne l'ai lu qu'une seule fois. Je n'ai jamais eu envie de le relire parce que je suis persuadée que je n'aurai pas ce deuxième coup de foudre pour ce livre. Je pense que ça correspondait à une période de ma vie où ça a été très très fort. Et c'est le livre que je promène partout. En plus, c'est une vieille version. La couverture est moche. Il est très moche. Mais c'est le livre, voilà. Et quand on me dit le livre, vraiment en rapide, en disant le livre, c'est celui-là. Et pourtant, je ne l'ai pas relu, alors que je vais relire les classiques et que je prends plaisir à relire les classiques avec toujours un regard neuf, etc. Et je les apprécie autant. Mais le livre, c'est La plaisanterie de Kundera. On a de quoi faire notre marché demain. Je pose une question qui est posée par Bénédicte, pas Bénédicte Soimier. En quoi appréhendez-vous différemment l'écriture de votre prochain livre au regard de tout ce dont vous nous avez fait part? J'ai peut-être loupé des mots. En tout cas, voilà. Et l'après, et comment on écrit après ce premier roman? Alors, c'est parfois assez compliqué parce que une fois qu'on a lu tous les retours, tous les avis,
on est forcément ou influencé, ou en tout cas on porte un regard différent sur ce qu'on écrit et plus critique. Donc là, j'ai un roman en cours d'écriture, ça m'est arrivé de relire des passages en retrouvant ce qui avait été pointé, pas forcément comme des défauts, mais des choses qui avaient peut-être moins plu, en me disant, ah, mais là, on va me dire pareil. Et puis après, je me suis dit, stop, en fait, faut se détacher de ça, et puis il faut écrire comme on a envie d'écrire, être critique, et puis revenir et retravailler le texte, mais par rapport à soi-même, à ce qu'on a envie de faire, à ses propres critères, et essayer de se préserver de l'influence trop envahissante de ce qu'on a pu lire. Mais c'est vrai qu'il y a un impact. En tout cas, faut aller au-delà, c'est-à-dire qu'il faut vraiment dépasser cette appréhension, parce que ça a fait naître chez moi une appréhension, puisque à partir du moment où on se dit potentiellement il va être publié, est-ce qu'on va le comparer au premier? Est-ce que on va se dire ah, on retrouve telle chose, ou au contraire c'est très différent et ça va décevoir ceux qui ont aimé le premier? On se pose toutes ces questions-là, et ça c'est un peu nouveau. Alors pour ma part, j'ai la chance que la sortie du deuxième en fait soit déjà prévue. Alors pas tout de suite, je sais pas la date, c'est en 2022, je sais absolument pas quand, mais et qu'en fait il a été écrit avant. Donc déjà ça me met à l'abri de cette pression pour un temps encore. Mais c'est vrai qu'on peut avoir une appréhension. En tout cas moi j'en ai eu une que j'avais jamais eue avant concernant la manière dont dont le futur livre, en admettant qu'il soit publié, allait être perçu, mais par rapport à tout ce que j'avais pu lire, puisque d'un coup, les retours de lecteurs deviennent concrets, c'est une réalité, c'est pas juste une abstraction quand on s'imagine avoir un livre publié, on y a été confronté, donc oui, il y a une influence, mais je pense que j'attendrai vraiment de m'en sentir débarrassée pour en achever l'écriture, parce que c'est un passage, c'est bien la confrontation, mais c'est pas chacun des lecteurs qui écrit nos livres. Donc, il faut continuer à écrire comme on a envie de le faire. Et puis prendre aussi, pourquoi pas, les critiques constructives, s'il y en a qui peuvent nous apporter quelque chose. Mais rester quand même fidèle à ce qu'on a envie d'écrire d'abord. Alors, c'est vrai qu'il y a un petit coup de pression, hein. Moi, j'avoue que j'avais commencé l'écriture d'un autre roman cet été avant la sortie de Béni soit Sixtine. Et quand il y a eu des retours, j'ai eu pas mal de retours de la presse assez positifs. euh, bon, à la fois, il y a eu un petit coup de pression où je me suis dit, oh punaise, puis des gens qui me disaient, ah, il faut en écrire un autre, hein, on attend la suite, hein. Enfin, la suite, non, ce sera pas une suite, mais faut en écrire un autre, on attend le prochain. Sur le coup, je me suis dit, ah mince, j'espère que c'était pas juste un coup de chance où celui-là, je l'ai réussi, puis en fait, le reste, ça va être la grosse daube. Donc, j'ai eu un petit coup de pression quand même. Et en même temps, j'avais vraiment très envie d'écrire. J'avais l'opportunité, donc déjà la chance de savoir que le prochain allait être publié, et puis la chance d'avoir un peu de temps, plus que du moins pour le premier, à y consacrer. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Il est presque terminé. Il y a encore un peu de boulot, mais il est presque terminé. Et en même temps, et j'avais besoin aussi de sortir de Sixtine, de sortir de ce personnage, de tout ce qu'on m'en avait dit. J'avais besoin de m'extraire de ça. J'étais arrivée à un moment un peu à un trop-plein d'en avoir beaucoup parlé aussi. Là, ça va mieux, mais au mois d'octobre, j'ai passé une journée à Bruxelles où j'ai fait 11 interviews dans la journée. Et c'était à la fin, j'en pouvais plus de Sixtine, elle me sortait par les trous de nez. Et du coup, là, ça me fait beaucoup de bien voilà, de m'emparer d'un autre personnage, d'une histoire qui n'a rien à voir, de partir dans autre chose, et d'essayer de garder un peu à distance tous les retours là, je ne lis plus du tout les retours de lecteurs. Bon, ça fait quelques mois maintenant, mais quand il y a des nouveaux retours de lecteurs ou des chroniques, des critiques, et tout ça, je les laisse un peu de côté pour pas que cela m'influence et rester focus sur mon projet, sur ce que j'ai envie d'écrire, et avec la chance, cette fois, d'avoir en cours de route, si j'ai besoin, mon éditrice qui peut me relire, voilà, des gens qui sont du milieu. Et c'est génial d'avoir ça, de pouvoir être conseillé en cours de route si on est perdu, si on a des doutes. C'est un confort incroyable. Et voilà, je me dis, autant profiter de toutes ces bonnes conditions et pas se mettre la rate au courbouillon, quoi.
je rejoins complètement Karine en fait, par rapport à l'écriture. Même si les critiques négatives sont pas majoritaires, on les perçoit, on les entend. Et donc, moi, j'avais commencé aussi un deuxième roman avant la parution de l'histoire de Paul. Et je suis bloquée. En fait, je suis complètement bloquée. Lisa m'a demandé de lui envoyer la trentaine de pages que j'avais faites et de lui expliquer quel était mon sujet. Donc, je lui ai tout expliqué. Elle a lu. Elle m'a dit, mais oui, il faut que tu continues. C'est bien, c'est intéressant. Vas-y. Les premières pages, ça m'a beaucoup plu, mais je suis bloquée. En fait, j'ai l'impression d'avoir perdu ma spontanéité parce que j'ai des retours et même les retours positifs, ça me perturbe énormément. Et je suis, quand j'ai une idée dans la tête, je me dis, oh, bah, tiens, un peu comme je disais, comme j'écrivais, hein, c'est des moments, je prends le moment et je l'écris. Et quand je me mets, et ben, en fait, ça bloque et je me dis, mais c'est pas bien écrit, c'est trop ci, c'est trop ça, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça, et ça bloque. Et je pense il faut que je prenne de la distance, que je laisse vraiment poser et que je reprenne ensuite, et comme dit Karine, qu'on se dise en fait, bah non, en fait, c'est comme ça que tu fais et tu y vas et voilà, tu ne te poses pas de questions. Et arriver à déconnecter l'idée de se dire, j'écris un livre pour une publication, parce que finalement, le premier roman, quand on l'écrit, on n'a aucune certitude d'être publié, hein, puisqu'on l'a écrit et justement, on fait ses envois et c'est le Graal, on est édité. Et alors que là, en fait, ce deuxième roman, on sait qu'on va l'écrire pour des lecteurs et pas que pour les cousines, comme je disais tout à l'heure. Donc la pression, elle n'est pas la même et on est peut-être attendu au tournant, voilà. Et du coup, ça met une pression qui est pas confortable. Donc, enfin, personnellement, moi, du coup, j'ai tout posé. Je me suis dit, je vais laisser retomber un peu tout ça et reprendre tranquillement, réordonner mes idées. Bon, je vais donc pas dire qu'on vous attend toutes les trois. Même si maintenant qu'on a 5 ans d'existence et qu'on a lu 650 romans, le premier roman, quelque chose comme ça, je crois qu'aujourd'hui, en plus, dans ceux qu'on choisit, on a, il me semble, partagé avec mes comparses de lecture, la sensation que justement c'est un écrivain dont on montre le roman. Parce qu'il y a des romans, on sent qu'il n'y en aura qu'un. Vous, on est quand même convaincus qu'il y en aura d'autres. On espère que ça va vite se débloquer, Bénédicte. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai perdu le fil, Ouais. il a sauté, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Il y a un monsieur, un des représentants de la jante masculine par ici ce soir qui se plaint que la jante masculine ne ressort pas grandie de vos livres. Il voudrait être rassuré, savoir s'il y a encore de l'espoir et si vos prochains livres pourront se révéler comme rédempteurs pour ces pauvres messieurs. Euh, alors, dans nos corps étrangers, je ne sais pas si le monsieur qui a posé la question l'a lu, mais en réalité, il n'y a aucun personnage qui sort véritablement grandi, hein. Ils ont tous des qualités, mais ils ont aussi ou des défauts insupportables, ou alors, même quand ils semblent sympathiques, ils font des choses à l'arrivée, enfin, épouvantables. Donc, moi, j'ai l'impression que chaque personnage, il en prend quand même pour son grade à un moment ou à un autre, et qu'il n'y en a aucun qui est véritablement positif, en fait. Ils sont assez nuancés. Mais c'est vrai que le personnage du mari, dans mon roman, bon, il cumule un peu un certain nombre et de défauts et il fait des choses terribles. Donc effectivement, lui, c'est pas le plus positif ou celui, j'imagine, qu'on trouve le plus sympathique. Dans le roman que je suis en train d'écrire maintenant, mais c'est pas celui qui paraîtra en 2022, je sais même pas s'il paraîtra, il n'est pas fini. Je pense que l'image est plus positive puisque le narrateur, c'est un homme qui parle beaucoup de son fils, de son rapport à la paternité, à son fils en bas âge, hein. Et je crois qu'il sera quand même beaucoup plus sympathique et voilà, donc que le mari dans Nos corps étrangers qui effectivement, bon, il y a pas grand-chose à sauver, même si il a des traits très humains malgré tout. Alors moi, dans Benny Sava Sixteen, je suis désolée, mais bon, il y a un bon gros connard de mari au début, mais après, elle rencontre quand même des hommes bien.
un prêtre ouvrier sympa, un jeune un peu punk à chien qui lui fait découvrir l'amour. Enfin, les hommes sont pas toujours, sont pas toujours vus de façon négative. Après, c'est sûr qu'il y a des figures masculines un peu, mais féminines aussi, hein. Enfin, moi, dans mon roman, pour le coup, les belles-mères sont pas gâtées non plus. Et c'est vrai que moi, je réfléchis pas forcément en me disant voilà, les hommes ont le mauvais rôle je pense que c'est vraiment lié à l'histoire et au personnage. Et c'est vrai qu'en ce moment, on est dans une période où on pointe du doigt tous les méfaits de la jante masculine et de la domination patriarcale. Mais pour autant, je pense que dans beaucoup de romans qui sortent aujourd'hui, les femmes n'ont pas toujours un rôle très, très, très positif et ne sont pas toujours des belles princesses courageuses, quoi. Mais en tout cas, dans mon prochain roman, il y aura l'homme sera un homme amoureux et aimé et imparfait, comme tous les hommes. Alors moi, je pense que je ne vais pas redorer l'image de l'homme. Je... je dois avoir oui, non, non, en fait, comme c'est vraiment l'histoire d'une femme et c'est l'histoire, voilà, c'est aussi l'histoire d'une femme qui est meurtrie. Du coup, enfin, faut bien un coupable et puis, quitte à faire, autant mettre un homme, hein, c'est plus facile. Et puis là, je suis pas dans les chaussures d'un homme, je suis dans les chaussures d'une femme, donc je peux mettre ce que je veux sur l'homme et puis je peux me venger, je peux faire, voilà. Non, non, je pense pas, à moins que je réfléchisse et que peut-être, je sais pas, je vais réfléchir. Mais pour l'instant, c'est pas c'est pas prévu. Est-ce qu'il y a des micros qui veulent s'activer voilà, avant de vous libérer et de poser quand même la question qui finit toutes ces interviews et qui est sans doute la question la plus difficile. Mais est-ce qu'il y a voilà, n'hésitez pas, hein, ou pas forcément des questions, mais des remarques ou des échanges. Vous êtes chez vous. Qui font leur timide toujours. On a affaire à des timides ce soir. Ouais. Bénédicte a levé la main. Oh, voilà. Je voulais juste vous dire un énorme merci parce que j'ai passé un superbe moment avec, je ne sais pas combien on est, mais avec vous tous. Alors, je me suis cachée derrière ma photo de profil. Je suis désolée, elle n'est plus d'actualité en plus. Mais vraiment, merci parce que non seulement vous avez défendu vos livres et vous nous avez donné envie de les lire parce qu'il y en a 2 que je n'ai pas lus, mais vous êtes toutes les 2 sur ma liste. Donc, voilà, je voulais vous le dire. Donc, merci aussi. Ça sert aussi à ça, ces rencontres virtuelles, de finalement nous donner envie de vous découvrir si on ne l'a pas encore fait. Et je voulais remercier Charlotte aussi, parce que Charlotte, tu fais ça d'une manière juste incroyable. C'est pas évident de parler à un écran, même si on est tous là derrière avec nos sourires et notre énergie. Je voulais vraiment te saluer pour ça et vous dire merci à tous les 68. Moi, la petite 68 du début qui malheureusement a dû vous quitter, mais merci beaucoup. Merci Bénédicte. On ne quitte pas les 68, Bénédicte. 68 un jour, 68 toujours. Attends, Bénédicte, on t'attend. Ah oui, tu seras toujours avec nous. C'est gentil. C'est gentil. Donc, je vous embrasse tous très fort. Voilà. Bisous, bisous. Merci. Je suis toute... Voilà, je suis toute refaite parce que on est dans le quart d'heure des confidences. J'ai eu une journée absolument atroce et vous avez sauvé ma journée. C'est quand même pas rien. Je vais remettre ma tête dans le bon sens. On va finir par une question hyper difficile, mais que je trouve toujours passionnante. Et je vais vous demander de répondre en un seul mot à la question de écrire qu'est-ce que c'est en un seul mot. Bon, moi, ce n'est pas une surprise parce que je sais que c'est posé par le passé. Mais en fait, c'est toujours aussi difficile parce que j'ai plusieurs mots, j'ai envie d'en dire plein en fait et puis d'expliquer chacun. Donc, on serait parti encore pour un petit moment. Donc, tant pis, je ne vais pas l'expliquer, mais moi, je dirais qu'écrire, pour moi, c'est respirer. J'allais dire rêver aussi. Mais...
Ah, moi, j'ai envie de dire 3 mots. J'ai envie de dire c'est pour vivre d'autres vies. C'est pour vivre, quoi. Allez, on prend 3 mots. On n'est pas comme ça. Vous êtes généreuse. Généreux. Pardon, il y a peut-être des heures. Pardon. Comme ça, un mot, je dirais partager. D'où la frustration dans le manque d'échange et de voilà. Écoutez, il me reste à vous remercier toutes les trois. On a débordé en plus sur le temps imparti. Je suis désolée vu qu'on a commencé un peu en retard. Et puis, vous étiez vraiment passionnantes. Et vraiment, j'avais plein d'autres questions. Donc je garde l'idée de refaire avec vous, avec voilà, peut-être parce que vos livres, il faut les avoir lus pour vraiment en parler. Parce que sinon, il y a des choses qu'on dévoile et qu'on n'a pas envie de spoiler. Merci à tous les participants d'être là, toujours voilà, dans cette habitude qui s'installe. Et c'est assez chouette finalement. Voilà, on ne l'aurait peut-être pas imaginé sans tout ce contexte. Alors évidemment, s'il fallait recommencer, on enlèverait le Covid, mais il y a des choses qu'on gardera sans doute après, même si les rencontres en librairie recommencent, parce qu'on vous voit de partout. Il y en a de l'île Maurice, de partout en France, et ça, c'est chouette. Donc merci. Et puis voilà, merci Karine, Maëlys, Bénédicte. Merci à toi, merci à vous. Voilà, même si les participants, c'est 68 un jour, 68 toujours, les auteurs aussi. Donc voilà, vous avez une petite communauté qui vous attend, mais avec patience, bienveillance. Et voilà, merci à tous. À bientôt. À mardi prochain. Merci beaucoup. Sur d'autres sujets.